On va y aller, on va commencer. Alors, re-bienvenue au festival pour celles et ceux que j'ai pas vus tout à l'heure ce matin. Je suis Matthew Wan-Piker, le commissaire de la première édition du festival Échelle 1, bien entendu produit par l'ENSA Paris-Est et co-réalisé avec plusieurs agences de l'incubateur, de plusieurs promotions différentes. On va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, vu que je travaille pas mal dans le montage d'opérations et un peu avec ces deux-là. C'est l'immobilier solidaire. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, que vous avez déjà vu ou peut-être même travaillé, expérimenté dans vos pratiques respectives. Mais en tout cas, c'est clairement un nouvel élan. C'est une forme de montage de projet qui est en train de s'installer de plus en plus, pas qu'en France, mais à l'échelle européenne, voilà, outre-mer, peu importe, où on fait des projets, où on réalise surtout des projets immobiliers. Il y a voilà une typologie de projet qui s'appelle immobilier solidaire, et c'est surtout ça qu'on va discuter, dont on va discuter aujourd'hui. Mais d'abord, je vais lire un tout petit extrait qui a été proposé, le synopsis a été proposé par Constellation Studio et aussi avec Solid Dev, un des maîtres d'ouvrage avec nous sur scène. Et j'espère que ça va éclaircir un peu la thématique de cette table ronde. Bon. Alors, c'est quoi un projet immobilier dit solidaire ? Quels sont les contours et les possibilités de cette approche émergente? Comment mener à bien ce type de projet? Peut-on développer cette pratique? Cette table ronde cherche à identifier et à débattre les perspectives que offre cette nouvelle pratique. Peut-être un tout petit mot sur les intervenants qu'on a sur scène avec nous, et après je vais lancer les premières questions. Peut-être le petit jeu aussi, c'est pour celles et ceux qui sont dans la salle, c'est de essayer de faire le décompte, essayer de compter le nombre de fois qu'on dit immobilier solidaire, parce qu'on va, je pense, le répéter vraiment sans cesse. Bon, d'abord, Constellation Studio avec nous. On a les deux associés, Soraya Afaf et Estelle Poisson. Alors vous êtes architecte, urbaniste et enseignante. Et Estelle, toi, tu écris également une chronique pour Chronique d'architecture. Votre agence a été créée en 2019. Vous êtes basé à Paris, mais vous travaillez également dans le Perche, si je ne me trompe pas. Vous militez même pour une architecture engagée. Les types de projets que vous travaillez, c'est surtout des lieux de vie, des espaces publics et des logements dignes. Vous avez fait partie de la promotion Échelle 1 2022-2023. C'est ça. Ensuite, Aurélie Dedans, de Surface Plus Utile. Bienvenue. T'es une des fondatrices, enfin, t'es cofondatrice de l'association. C'est une association de plaidoyer qui rassemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le ESS. Cette association est principalement tournée vers des espaces d'activité. Si voilà, je me trompe pas. Vous valorisez les bonnes pratiques, vous proposez des solutions et vous essayez surtout de mettre en place un travail de partenariat avec tous les acteurs de la chaîne immobilière. Alors, 1, 2, 3, 4. Quatrième personne, Sacha Laurent de Solid Dev. T'es architecte, urbaniste, diplômé de l'ENSA Versailles et également de Sciences Po Paris. Au sein de Solid Dev, tu es chef de projet associé. C'est une structure qui travaille dans l'urbanisme et également dans l'immobilier solidaire, donc ça tombe très bien. Parce que, voilà. C'est aussi une société qui est à la croisée, enfin qui travaille à la croisée entre montage d'opérations, programmation, assistance à la maîtrise d'ouvrages techniques, administratifs et économiques. Ce sont des projets privés et publics que vous menez. Et enfin, on a Alexandre Borne de Belleville. Alexandre, tu es cofondateur, associé et directeur général de Belleville. C'est une foncière solidaire créée en 2019.
Belleville travaille sur des réflexions en lien avec l'immobilier responsable, l'accessibilité au logement, la mixité sociale, la réactivation des territoires délaissés, en plus de tout ce qui relève de l'ESS. Bienvenue, bienvenue. Alors, première question, je pense que je vais me tourner plus vers vous, Constellation. Pourquoi ce sujet vous importe? Surtout en tant que jeune structure, c'est pas forcément par là où on commence. Déjà, plein d'agences travaillent pas forcément à la naissance, enfin lorsqu'elles démarrent en projet privé ou en montage d'opérations privées. Donc pourquoi ce sujet en lien avec l'immobilier solidaire? Alors, je pense que ça a été fait de manière très progressive. Et ça s'est construit au fil de notre parcours professionnel. On s'est rencontrés avec Estelle en école d'architecture et on s'est rencontrés sur des problématiques qui nous touchaient toutes les deux, qui avaient déjà une dimension très sociale. Donc le thème de notre diplôme était notamment l'accompagnement à l'autoconstruction en Guyane française. Et ce sont ces thématiques-là, donc à la fois avec un engagement socio-écologique, qui nous ont toujours animés. Et en sortant de nos études, on a continué à... Ça saute, c'est normal. Alors... Donc on a continué nos recherches et nos réflexions ensemble, d'abord en travaillant en fait avec pas mal d'associatifs, et donc on travaillait avec des associations sur des projets de workshop et de projets à l'étranger. Et en fait, c'est cette dimension du coup d'engagement et de social qui a été le fruit de notre début de notre parcours en fait, et qu'on a ensuite encadré et professionnalisé. Et c'est là que on a un peu vu apparaître aussi nous le terme immobilier solidaire. Enfin, c'est de notre engagement en tant que structure qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était aussi de l'immobilier solidaire. Mais c'était plutôt d'abord nos convictions et nos entités. Ce qu'on soutient, et on s'est rendu compte que voilà, nos projets faisaient partie de ça. Mais vous l'avez découvert en pratiquant. On vous a rien dit à l'école ou dans vos formations respectives? Non. Je pense que de notre côté, même plutôt à l'école, c'était à nous de nous battre pour amener un projet qui était différent de ce qu'on nous enseignait. Donc cette notion-là, non, n'existait pas dans, en tout cas, la direction de nos enseignements. Aujourd'hui, on est engagé à l'école de Paris-Val-de-Seine en tant qu'enseignante. On comprend quand même un peu mieux qu'il y a certains groupes de projets qui sont plus ou moins ouverts sur cette thématique, chose qu'on a beaucoup de mal à voir, je pense, quand on est étudiant, ou parfois on est dans une direction. C'est pas si simple d'avoir une vision globale. Et pour moi, c'est lié à, dans ta question, il y avait pourquoi est-ce qu'on amène ce sujet sur la table. Aujourd'hui, on l'amène aussi parce qu'on s'est posé toutes ces questions. Et parce que finalement, on a eu beaucoup de mal à trouver des réponses sur comment réussir à trouver une commande qui correspond à nos utopies et à ce qu'on a envie de faire comme architecture. Et c'était aussi se confronter au départ des gens qui ont dit voilà, on veut faire des projets sociaux, on veut travailler avec l'humain, voilà, peu importe quelle terminologie, on va en reparler après. On nous disait vous voulez faire du social, je sais pas comment vous allez manger, je sais pas comment vous allez vous payer. Enfin, voilà, quelque chose qui était quand même très très dur, très décourageant. Et en fait, même encore aujourd'hui, on a énormément de questions et ce pourquoi on amène cette table ronde, pour qu'on réponde ensemble à tout ça. Bon, peut-être avant de vraiment rentrer dans le nerf du sujet, on peut aussi établir les bonnes bases, faire un peu de pédagogie, parce que qu'est-ce que c'est, quelle est la définition d'un projet dit solidaire? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'il y a des critères qui définissent un seuil, des règles, quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la même chose pour un projet privé que pour un projet public? Comment faire avec un projet hybride qui mélange tout ça? Peut-être je me tourne vers Aurélie, qui pourrait éventuellement nous donner quelques indicateurs. Moi, je dirais que, en fait, l'immobilier solidaire, je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que quelque part, on met le mot après avoir conçu des projets ou après avoir porté nos convictions. Donc, effectivement, nous, chez Surface Plus Utile, on milite pour des espaces économiques de la transition.
Donc c'est le terme qu'on utilise. C'est quoi? C'est des espaces d'activité, donc bureaux, logistique, commerce, qui vont être dédiés à des acteurs qu'on appelle les acteurs de la transition. Alors c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais même ce groupement-là, donc l'ESS, premier terme, même ce groupe-là, en fait, quelque part, il est peut-être restrictif parce qu'en fait, nous, ce qu'on essaye de porter comme message, c'est qu'il faut réserver sur nos territoires des espaces d'activité pour ces acteurs qui nous aident à affronter les transitions. Et donc, ce sont les acteurs de l'ESS, mais c'est aussi les artisans, les commerces locaux, etc. Et qu'est-ce qui... moi, je trouve que le terme, peut-être, qui va regrouper de manière globale cette dimension de l'immobilier solidaire, c'est quel est l'impact. Et cet impact, il est social, sociétal, environnemental, mais c'est des projets qui cherchent à avoir un impact autre qu'un impact économique, en fait. Et donc, que ce soit des acteurs de l'immobilier ou des entreprises conventionnelles, que ce soit des acteurs de l'ESS, que ce soit des grands aménageurs, que ce soit des collectivités, à quel moment il y a une volonté d'avoir un impact social sur le territoire ou d'avoir un impact environnemental. Et quelque part, c'est ça qui regroupe, ou en tout cas qui crée un indicateur ou une référence, je trouve, sur cette dimension de l'immobilier solidaire. Et pour rebondir à ce que tu dis, peut-être la question suivante, c'est et pourquoi s'intéresser à l'immobilier solidaire, surtout quand on travaille dans le montage d'opérations, quand on est un acteur de la chaîne immobilière, bon, on est là pour produire, on est le maître d'ouvrage par exemple. Est-ce qu'il y a des qui sont liés avec des enjeux environnementaux, etc., qui sont particulièrement pertinents aujourd'hui? Qui peut répondre? Enfin, Aurélie, toi, tu veux répondre? Juste pour terminer, mais oui. C'est vrai que nous, au sein de l'association, notre objectif, c'est de créer un espace de dialogue entre des acteurs de l'immobilier, des investisseurs, des promoteurs, des foncières, des acteurs de l'ESS qui ont besoin de ces espaces et des collectivités, des territoires. Et en fait, les besoins, ils sont différents. Le besoin des acteurs de l'ESS, c'est de trouver des locaux. Nous, on a des images qui sont très parlantes. Ce qu'on dit, c'est que tout ce qu'on va alléger pour ces acteurs de la transition en termes de loyer, de coûts de l'immobilier, ça va leur permettre de se développer, d'investir et de créer des emplois. Et donc, c'est d'alléger cette charge immobilière qui est trop lourde pour eux, pour leur permettre d'avoir un impact social et environnemental supérieur. Ça, c'est pour les acteurs de l'immobilier, de l'ESS. Chez les acteurs de l'immobilier, il y a différentes réponses. Il y a la réponse un peu cynique, qui est de dire, face à la vacance tertiaire aujourd'hui, quelque part, c'est un peu une solution qui voit émerger de se dire, si on a des acteurs de la transition qui sont là et qui sont capables de payer des loyers même inférieurs, faisons ça. Et puis c'est aussi des acteurs qui sont généralement des grandes entreprises qui sont soumises à des contraintes de responsabilité sociétale et environnementale, demain taxinomie, CSRD et compagnie. Et donc ce sont des acteurs qui ont besoin aussi de valoriser et de mettre en avant un impact social et environnemental. D'accord. Donc c'est à la fois opportuniste de leur part, mais c'est aussi un mouvement de fond dans les entreprises qui ont besoin d'avoir davantage d'impact. D'accord. Et Alexandre, Belleville, qui est foncière solidaire, quels sont les seuils, en fait, que vous appliquez quand vous regardez des projets et des opportunités, par exemple? Ça devrait quand même vous orienter quand vous réfléchissez à soit monter un projet, soit faire travailler des architectes. Quels sont les critères qui entrent en jeu du moment où vous identifiez une opportunité? Donc, bonjour à toutes et à tous. En fait, ça rejoint la question de qu'est-ce que c'est que l'immobilier solidaire. Nous, la façon dont on aborde les choses, c'est de se dire que le marché, en tout cas c'est ma conviction, c'est que le marché néolibéral dans lequel on est, il répond pas aux besoins des gens aujourd'hui, et il crée plus d'inégalités sociales ou écologiques que de réponse à des problèmes que nous on va dire entre guillemets politiques, donc au sens noble du terme. Donc nous en fait notre action elle est et le prisme par lequel on va regarder un projet, c'est en quoi ce projet-là répond ou non
à des enjeux écologiques ou sociaux, à des problématiques citoyennes, à des problématiques d'accès au logement, d'accès à l'emploi, d'accès de limitation de consommation de ressources naturelles, etc. Donc c'est quelque part c'est le seul truc qui nous motive. Donc nous on a juste considéré que l'immobilier était une sorte de caricature de concentration des richesses et du pouvoir, et qu'il fallait réussir à utiliser cette manne-là pour la mettre au bon endroit. Donc tous les projets qui vont nous permettre d'essayer de participer, parce que en fait c'est très difficile de faire plus mais de participer un peu à rééquilibrer les choses, c'est des projets qui nous motivent. Et donc pour moi ça définit voilà l'action. Mais l'immobilier solidaire, avant tout, nous on se met dans le prisme de l'économie sociale et solidaire, qui est quand même une économie qui se mobilise avant tout, dont l'objet social unique principal, c'est de remettre l'utilité sociale au centre. Donc déjà, en fait, ça permet, on est dans un moment un peu clé où social washing, greenwashing, tu l'as dit, même opportunisme, injonction. En fait, nous on prêche pour qu'il faut vraiment radicalement changer les choses. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à accepter ou à croire que il faut qu'on soit vigilant à pas être une sorte d'écran d'un opportunisme qui ne viserait qu'à protéger un peu un business existant. Donc moi je préfère les gens qui veulent vraiment changer les choses radicalement, quitte à les changer petit, mais vouloir vraiment changer. Mais du coup c'est une conviction, en fait, c'est une conviction très forte pour faire évoluer le modèle, pour justement basculer vers un modèle plus engagé, plus solidaire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce que on le traite de la même manière sur un projet privé, sur un projet public, sur des projets hybrides, enfin, que ce soit dans le montage ou même quand il y a un projet qui nécessite les deux, enfin, en commençant déjà par un aménageur et ensuite en invitant des promoteurs immobiliers ou des bailleurs, etc., où différents acteurs jouent sur le même terrain. Peut-être, Sacha, tu peux dire quelque chose par rapport à tes expériences avec Solid Dev? Oui, du coup, effectivement, nous aujourd'hui, les premiers interlocuteurs qu'on a au niveau du projet, c'est des utilisateurs qui vont être des utilisateurs associatifs. Souvent, on a démarré la boîte beaucoup autour de l'accompagnement d'associations qui accompagnent des personnes à la rue vers le logement. Donc c'était par un prisme très logement, mais aujourd'hui on travaille aussi avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire plus largement, que ce soit lié à de l'activité économique ou à la culture. Finalement, nous, nos premiers interlocuteurs, ça va être les utilisateurs qui n'ont pas de compétences immobilières et on va faire le pont, mais ça pose la question de l'architecture, de l'adaptation d'un espace à un usage. Et du coup, nous, on est dans un premier lieu confrontés à cet usage qui a besoin d'exister parce qu'il y a des politiques publiques qui le financent, parce qu'il faut héberger des gens qui sont à la rue, parce que il faut accompagner des jeunes entreprises à se développer, à tester leur activité, à aller vers des modèles où ils pourront peut-être de plus en plus payer de loyer. Enfin, il y a ce besoin-là. Et ces associations qui sont souvent qui n'ont pas intégré ces compétences immobilières ont un petit peu besoin de nous pour verbaliser, challenger parfois même le positionnement et traduire ça en besoin et en programme architectural par rapport à un immobilier. Nous, notre casquette, donc on va travailler et souvent à ce moment-là avec des architectes pour interroger un schéma fonctionnel, pour interroger un programme d'usage lié à une activité d'un utilisateur qu'on a face à nous. Et nous, on va vraiment venir calibrer derrière le prisme de montage. Donc ça veut dire en termes d'économie de projet, que ce soit en investissement, en exploitation, quelles sont les conditions de réussite, est-ce que cet utilisateur-là ait sa place? Et c'est là qu'on va interroger le jeu d'acteurs à se dire, si on veut que cet utilisateur qui peut payer moins existe, quelle est la péréquation un petit peu avec d'autres activités qui vont payer plus? Et c'est là où nous, on a aussi beaucoup de liens avec du secteur privé, où parfois on va les chercher pour dire, on a un projet, on veut qu'il existe. Intégrons une brique solidaire dans un programme plus large et allons chercher une péréquation et une
viabilité finalement de l'opération immobilière dans un ensemble. Et parfois, quand cet immobilier solidaire, finalement, c'est aussi une émanation des fois de projets de territoire, de collectivités, qui va regrouper des notions autour de la démocratie participative, autour de l'impact, du lien social, etc. Enfin, on l'a vu sur des lieux qui vont être mixtes, où on va avoir du logement, de l'activité, des lieux de convivialité. Il y a des externalités que les collectivités souhaitent voir sur leur territoire, et où des fois, du coup, on a aussi la capacité à aller chercher le public sur des modèles de subvention maîtrisés à l'investissement qui permet le passage à l'action et le fait d'avoir cet immobilier qui est là et qui répond à un besoin qui a été formulé sur le territoire. Et dans vos quotidiens respectifs, quand vous parlez à des maîtres d'ouvrage, à des collectivités, à des aménageurs, etc., qui, d'après vous, est vraiment prêt à jouer le jeu, prêt à faire le bascule vers quelque chose de plus engagé, plus solidaire, plus responsable, pourquoi pas, et parce que ça demande énormément de créativité, finalement, ce sont des acteurs aussi plus créatifs, plus novateurs, plus ouverts. Est-ce qu'il y a si on imagine des chevaux, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus en phase avec ce que vous prêchez, vous défendez aujourd'hui que d'autres? C'est pas pour dénoncer qui que ce soit ou qui que ce soit, mais... Vu que j'ai le micro, je dis tous. Non, mais potentiellement, tous les acteurs de la chaîne de production ont leur rôle à jouer. Après, que ce soit à l'échelle de la collectivité, c'est un projet de territoire. L'aménageur, en soi, c'est un bras armé de la collectivité, donc il va répondre opérationnellement à un projet. Mais du coup, là, il y a aussi beaucoup de prise de parti sur la programmation urbaine qui peuvent intégrer ces briques solidaires qui est assez important. Mais nous, on se retrouve aussi à travailler avec des purs financiers du marché de l'immobilier tertiaire qui sont plantés et des fois vides pendant des dizaines d'années. Il y a des bâtiments vides pendant 10 ans où ils attendent encore de commercialiser. Donc en fait, quand on est face à des personnes, ça dépend un peu de la personne qu'on va avoir en face et qu'on va réussir à convaincre ou pas de lui dire que oui, il y a un modèle, que oui, ça répond à un besoin du territoire et que ce sera toujours mieux que son bâtiment vide depuis 10 ans avec un gardiennage qui coûte cher. Mais il faut les trouver. Voilà. Et ça reste ponctuel pour l'instant, il faut massifier. Ouais, moi je dirais... je pensais qu'Alexandre allait rebondir là-dessus. Mais non, en fait, je rebondis sur ce que tu disais sur la péréquation, parce que, en fait, on peut aussi redouter ce sujet de la péréquation, parce que finalement, on aboutit à un modèle économique qui ne se transforme pas pour les acteurs classiques de l'immobilier. Et donc, on va aller chercher des acteurs qui, soi-disant, payent beaucoup. Bon, je ne sais pas qui va accepter de dire oui, je paye beaucoup plus pour pouvoir accueillir des acteurs de l'ESS ou etc. C'est quand même compliqué comme discours pour que d'autres acteurs payent moins. Et en fait, vraiment, la conviction qu'on a, et je pense qu'il est en train d'émerger, c'est que les acteurs de l'immobilier doivent aussi comprendre que leur modèle doit se transformer et que peut-être que cette hyper-financiarisation et cette rentabilité extrême qu'ils ont vécue ces dernières années, ça ne va plus exister. Et que, en fait, donc, pour rebondir là-dessus, moi, je dirais qu'il y a une poussée très forte des collectivités, enfin des acteurs publics, des grands institutionnels qui amènent du coup les aménageurs, et c'est eux qui portent quand même ces messages aujourd'hui, et que derrière ils essayent de pousser des acteurs de l'immobilier avec, c'est vrai, des individus en fait qui ont des convictions à porter et qui du coup essayent de transformer les modèles en interne, mais encore quand même quelque part sous une forme de contrainte de la part des collectivités, des acteurs publics qui sont leurs clients. Donc aujourd'hui, très clairement, ce sont des acteurs qui savent bien que s'ils vont chercher Belleville dans un projet foncière solidaire, ils vont avoir plus de chances de gagner un projet par rapport à une collectivité. Donc il y a quand même un jeu comme ça qui est en train de se monter. Bon, la fin justifie les moyens, hein, quelque part, mais on est encore dans cette période-là, où on est encore dans une période où il faut convaincre cette transformation du modèle à venir, je pense. D'accord. C'est en effet une raison de plus pour répondre avec des acteurs qui sont plus engagés que peut-être ce qu'on voit avec le modèle classique. Et ça, tu veux dire quelque chose? Oui. J'avais une petite question aussi pour les personnes autour de la table. Au niveau de ce jeu d'acteurs, j'ai l'impression aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y a une forme de démultiplication un peu
aussi par votre présence à vous, en fait, de gens qui sont sortis d'un modèle classique, qui montent leur propre structure et qui rentrent dans l'économie sociale et solidaire, qui rentrent dans ce type de comment on réinvente tous les montages possibles et comment on réinvente toutes les couches de notre métier et du métier de l'immobilier. Par une forme de nouveau réseau un peu parallèle qui se monte et qui va chercher des solutions. Et que nous on reste dans la même position d'architecte, mais par votre présence, vous êtes aussi l'étendard, je trouve, de ça en fait, dans cette réponse de qui sont les chevaux entre guillemets de tête. En fait, c'est vous quelque part, je crois, dans la réponse. Je peux répondre. Non mais merci. Je pense pas qu'on est à ce point-là. Moi, par rapport à ce que tu dis, je pense que et on est quand même ici à un endroit où on parle avec beaucoup d'architectes, etc. Donc, je trouve que en fait, c'est une question. Les personnes souvent, et je pense peut-être les archis, mais dans d'autres secteurs d'activité aussi, on est souvent pris en étau entre une commande, un modèle économique et un système. Donc c'est pour ça que moi je parle de changer le système, parce que je pense que le système il contraint énormément, mais au fond, je suis hyper optimiste sur les personnes. En l'occurrence, les personnes, on le voit tous les jours. En gros, je connais pas grand monde qui se régale à faire de la merde, hein, si je suis un peu vulgaire, excusez-moi, au quotidien, quoi. Donc ça fait plaisir à personne. Donc je pense que dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les boîtes, les gens ont envie de faire les choses bien. Les gens ont... Il y a aussi une réalité, on est hyper bien informé aujourd'hui des conséquences de ce qu'on fait. Il y a énormément d'informations pour mesurer la complexité l'épuisement de nos ressources, les conséquences sociales, etc. de toutes nos actions. Et je pense que les gens ont envie de se mobiliser. Et c'est pas que nous on joue notre rôle. Notre rôle il est à un petit endroit. Les archis en jouent un. Et je pense qu'il faut que en effet ça prenne du volume et que tout le monde bouge les lignes à l'intérieur de ces structures. Mais après on reste petit. Ça reste. Donc la question, c'est une des questions qui se pose, c'est qu'on se pose tous les jours, est-ce qu'on doit rester le plus pur possible? Parce que même si on est petit, plus on est pur, plus on est radicaux, plus ça inspirera tout le monde à l'être, ou en tout cas on joue notre rôle. Ou est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus, on accepte un peu plus le compromis et qu'on aille chercher les plus classiques et qu'on accepte que ça bouge au risque qu'on devienne une sorte de caution, ce que pour nous de notre côté on n'a pas encore accepté d'être, ou en tout cas que ça déplace le curseur un petit peu. Oui. En tout cas, moi j'étais ce matin à un webinaire, je vous invite, sur l'approche systémique et les gens se posent de plus en plus ces questions-là de quels sont les effets de bord de nos activités et on a beau essayer de faire des choses bien pour résoudre un problème, au final le problème il est peut-être ailleurs et est-ce qu'on n'en cache pas un autre? Donc en fait je pense qu'il faut surtout qu'on se pose aussi ces questions-là des effets de bord de nos activités. Et voilà, en tout cas l'économie sociale et solidaire, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'utilité sociale en un, mais c'est aussi le partage du pouvoir, le partage de la valeur, la gouvernance démocratique. Donc en fait c'est des choses qui sont hyper importantes, non pas que dans notre activité vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi dans notre activité vis-à-vis de l'intérieur. Donc faut pas qu'on oublie aussi, parce qu'avant tout on a des impacts sur nos propres structures, sur nos propres vies, sur nos propres salariés, etc. Ouais. Et c'est avec énormément d'expérimentation, peut-être surtout quand on démarre une structure, qu'il peut y avoir aussi les temps d'échange avec des personnes avec qui on a envie de travailler. Et j'ai une question pour Constellation. Vous qui avez commencé à rencontrer des acteurs qui font de l'immobilier solidaire avec des archis talentueuses comme vous, pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on s'empare du sujet? Pourquoi dans votre pratique quotidienne vous vous êtes dit je pense que c'est pour nous? Qu'est-ce que ça relève non seulement de peut-être le positionnement de votre agence, parce que c'est pas un combat facile, on est en train de parler de renverser tout un système, de questionner, d'interroger non seulement les acteurs qui font et qui font comme d'habitude, mais on a des forts enjeux sociaux et forcément économiques. Donc, pourquoi vous êtes emparé du sujet? Alors, je pense que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, un intérêt, je pense, qui était là depuis longtemps, très très personnel.
au-delà de ça, c'était le besoin. Et en fait, ça a été répété 15 fois, c'était peut-être ça le mot à noter depuis tout à l'heure. Il y a un besoin que ce soit de l'urgence du logement, il y a un besoin d'urgence de trouver des locaux pour jeunes artistes. Il y a énormément de besoins. Et donc, c'est se dire comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à ces besoins-là et à les transformer en opportunités. Et en fait, c'est passionnant. Même si c'est des sujets qui finalement, en fait, souvent, pour un artiste, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy de base, parce qu'il n'y a pas forcément de budget. Les contraintes en termes de temporalité, elles sont hyper compliquées. Il faut réaliser des projets très vite, dans la masse. Parfois, il faut savoir faire le tri soi-même, aussi dans les programmes. Il faut être très mobile. Les acteurs, ils arrivent avec, en gros... bonjour, on est débordé, on n'a pas le temps, on a besoin de loger tant de personnes et en fait on n'a pas de thunes. Bon bah comment on fait? Et avec tout ça, nous on arrive derrière, on rame et on a envie de faire les choses bien et en fait c'est hyper intéressant de réussir à pas trouver les réponses à leur place, mais savoir un peu délester, savoir dire en fait comment est-ce que moi en tant qu'architecte je peux amener une forme d'accompagnement à ce besoin qui est là, qui est réel. Et de gens qui ont ni les connaissances ni le temps pour pouvoir traduire ça en spatialité et en lieu de vie. Voilà. Et peut-être une deuxième question qui répondit à ce que tu dis. Je ressens une passion en fait. C'est aussi une conviction, mais c'est surtout une passion. Et quand j'ai découvert votre agence, il y avait sur le site internet que ça vous intéresse de réaliser des utopies réalistes. Et bon, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous d'où ça vient, ce jeu de mots. Alors, d'où ça va? C'est une bonne question. En fait, c'est un oxymore d'une certaine forme, mais qu'on a un peu eu toutes les deux. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on l'avait on l'avait lu toutes les deux dans des contextes très différents et que ça nous avait accroché. Donc, je pense que c'est pas pour rien, c'est que ça doit faire écho à quelque chose et peut-être. Mais pour moi, c'est un autre livre qui s'appelle Sans utopie réaliste et c'était écrit par un économiste. J'ai oublié le nom. Bon, bref, donc la preuve, c'était que c'était quelque chose qui nous touchait toutes les deux. Et je pense qu'en fait, il y a aussi peut-être une forme de combat ou de challenge qui nous anime. Peut-être voilà, c'est pas la solution facile. Et ben pourquoi pas? Et pourquoi pas y aller? Et pourquoi pas essayer de trouver ces solutions? Je pense que c'est aussi ça qui nous excite dans notre métier. Et je pense que ce qui est aussi intéressant dans cette thématique d'immobilier solidaire, c'est qu'en fait, on n'est pas que architecte finalement dans ces projets-là, et on se retrouve à porter d'autres casquettes et on sort de notre champ. Et je pense que c'est ça aussi qui nous plaît. Et on se retrouve parfois à avoir fait nous-mêmes les montages économiques. Alors on n'est pas les mieux placés pour le faire, mais dans certains petits projets, justement, voilà, on sort vraiment de juste être architecte. Et je pense que c'est aussi hyper intéressant et très riche de comprendre un peu toute la chaîne d'un montage opérationnel, en n'étant pas que l'archi à sa petite place, à son endroit. Et comment aussi l'architecte peut aussi venir impulser des choses, et être peut-être aussi à l'initiative d'une commande, transformer la commande qu'on nous a donnée, en disant non, en fait votre commande, je pense qu'elle est pas bien, il faudrait la formuler plutôt de cette manière-là, et comment on va venir adapter un projet à nos convictions. Et c'est là où on devient tous peut-être un peu politiciens d'une certaine forme. Je pourrais juste réagir sur Utopie réelle parce que ça m'a fait sourire parce que je vous invite, on me l'a conseillé il y a pas longtemps, donc j'ai pas lu le bouquin mais j'ai écouté le podcast. C'est Utopie, c'est Eric Olin Wright, l'économiste. Je vous invite à regarder. Nous, ça nous a beaucoup inspiré, donc c'est cool qu'on ait la même rêve. Et lui, il dit qu'il y aura pas de grosse révolution hyper binaire du jour au lendemain, on va tout révolutionner, mais lui il dit qu'il faut fissurer le capitalisme de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je parle de système et de système néolibéral. Et il dit en gros par des petits pas. On y travaille avec Bagnan-Sange justement il y a pas longtemps chez Belleville, et en gros ça m'inspire énormément moi, cette question de fissurer le capitalisme de l'intérieur. Donc en gros, qu'on soit archi, qu'on soit investisseur ou quoi, c'est toutes les petits trucs qu'on peut faire au quotidien, les sortes de petits pas qui vont un peu craquer le système.
parce qu'on le craquera pas, c'est tellement, enfin voilà, c'est Bah, verrouillé, c'est tout c'est un verrouillé. système. On va pas du jour au lendemain s'inventer. Par contre, et je pense que les initiatives que tout le monde porte ici et d'autres, et il n'y a pas besoin d'avoir une casquette de foncière solidaire. Ça a été dit tout à l'heure, mais en gros, c'est juste du bon sens en réalité. Mais tous les gens qui portent ces questions de bon sens au quotidien et qui disent tiens, je vais craquer ça, et ben en fait au final, ils fissurent un petit peu un système qui est uniquement drivé par la renta. Et faire du cash au détriment vraiment au détriment de ressources ou de personnes. Donc tous les gens qui se disent je veux pas faire du cash au détriment de ressources ou de personnes, bah, ils sont en train de craquer le système. Donc merci pour la ref, c'est cool. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandre, ce sera peut-être moins pénible pour vous, merci. Pour rebondir, en fait, et peut-être sur une note un peu optimiste, mais en fait, ces fissures, elles s'agrandissent. Enfin, je pense que c'est ce qu'on peut constater aussi ces dernières années. Il y a longtemps, l'immobilier solidaire, c'était les squats. En réalité, il y avait que ça. Et puis progressivement, on a connu l'occupation temporaire et ça s'est un peu formalisé, ça s'est organisé. Et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'acteurs. On est dans un lieu. On est dans un lieu d'occupation temporaire, effectivement. Il y a ce monde des tiers-lieux aussi qui n'existait pas il y a 10 ans et qui a aussi fait émerger le sujet du lieu partagé, de nouveaux modèles, etc. Et puis aujourd'hui, effectivement, on voit des acteurs immobiliers qui commencent à s'intéresser au sujet, à essayer avec des modèles, avec des vrais modèles, et donc plus forcément uniquement sur du modèle de subvention comme ça a pu être le cas, qui essayent de pérenniser et de massifier du coup ces modèles solidaires. Donc je trouve qu'il y a quand même un mouvement qui voilà, ces fissures quelque part, elles sont en train de prendre forme et de s'agrandir, je pense, dans ce monde de l'immobilier. Et peut-être pour qu'on s'épuise pas et que pour travailler rapidement, pour aussi se faire une conviction, pour rassembler les gens avec qui on va travailler en bonne intelligence, et surtout avec l'architecte que ça concerne. La question qui fait transition à la deuxième thématique de la table ronde, c'est peut-être quels sont les impacts, quels sont les enjeux également qu'on doit vite établir une sorte de boîte à outils dans nos pratiques respectives. Quelles sont les choses qui sont vraiment chez nous qu'on va utiliser pour mener à bien un projet global, mais peut-être au démarrage des études très vite, par exemple en mode FESA. Qu'est-ce que vous, chez Constellation, qu'est-ce que vous faites quand on vous demande de travailler très vite, de sortir 1000 propositions, parce que oui, un très joli projet, ça va générer énormément de impact positif, et vous dites oui, mais c'est quand même compliqué, c'est pas évident, pour ne pas réinventer 2 fois, 3 fois, 4 fois la roue. Comment vous prenez en main le sujet? Alors il y a plein de réponses à cette question, mais alors je pense que d'une certaine forme, pour nous il y a un vrai enjeu, c'est de partir des usagers. Alors c'est pas forcément possible dans une faisabilité, mais en tout cas c'est une des premières briques qu'on essaie de mettre en place dans le cadre de montage de projets d'immobilier solidaire. C'est donc de partir de l'usager, de la maîtrise d'usage, et donc de mettre en place une participation et une concertation qui peut prendre plein de formes différentes justement, mais vraiment de partir du besoin concret des futurs usagers. Et c'est l'enjeu essentiel pour nous. Alors il apparaît pas forcément en phase de faisabilité. Donc comment on fait quand on peut pas forcément faire ça au toute prémisse du projet? Ça se présente à partir de quand? Bah quand le projet est signé déjà. D'accord, quand le projet est signé, voilà. Mais voilà. Après, c'est à nous s'il y a déjà les usagers sur place, on peut aussi. Après, c'est nous qui faisons une exploration sur place. Mais je pense qu'en fait, si on veut dézoomer, je pense que il faut aussi essayer de se nourrir d'un point de vue théorique presque. Enfin, c'est-à-dire que parfois dézoomer parce qu'on a des problématiques qui reviennent, qui sont assez systémiques. Bien sûr, on s'adapte à chaque contexte, etc. Mais aussi toujours d'essayer de théoriser sur le programme précis qu'on nous donne, comment on peut y répondre, qu'est-ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est aussi très important pour nous et ça nourrit vachement Constellation. Est-ce qu'il y a un projet en particulier, un projet spécifique que vous voulez citer, que vous voulez évoquer éventuellement? On peut peut-être passer une slide
Alors, on peut passer, on va voir sur quoi on va tomber. On avait mis plusieurs projets. Il me semble que là, il y a un projet qui pourrait répondre un petit peu à cette question, qui était une faisabilité qui n'a pas été réalisée. Donc encore, c'était la réhabilitation d'un lycée dans Paris pour faire du logement d'urgence. Alors, c'est pas ça, ça doit être après. Non, mais ça marche, c'est ça. Non, c'était la dernière. Voilà. Oui, voilà. Donc ça, c'était une faisabilité, donc pour tester le potentiel en fait de la transformation d'un lycée professionnel en logement d'urgence. C'est une association qui vient nous voir, qui dit bonjour, j'ai besoin d'une faisabilité pour la semaine prochaine. Comment on fait? Voilà, et qui nous donne un brief très short. Là, ce sur quoi on se base, profondément, on n'a pas les usagers, mais on connaît plus ou moins le programme, voilà, et des centres d'hébergement d'urgence, on sait comment est-ce que ça fonctionne. Et en fait, dès la faisabilité, on essaye de bien comprendre le bâtiment. Et quand on réunit les enjeux, donc là, par exemple, on avait des salles de classe qui étaient très grandes, avec, donc vous voyez, une façade très tramée. Mais en fait, les salles de classe prenaient, donc ce qu'on voit là-haut, 2-3 fenêtres différentes. Donc en fait, ça nous a permis de assez simplement trouver un système modulable qui va coûter extrêmement peu cher pour pouvoir subdiviser. Et c'est la taille des chambres qui ensuite vont pouvoir nous permettre de faire tourner des tableaux pour dire à l'association, vous pouvez loger à peu près tant de personnes dignement dans chaque chambre. Voilà, donc c'est la faisabilité aussi qui permet de pouvoir, avec la commande, de pouvoir réussir à trouver des solutions ensemble. Quand tu dis ensemble, avec le maître d'ouvrage? Oui, donc là c'était avec l'association France Horizon. Okay. Voilà, en discussion avec eux. Et je voulais compléter ce que tu disais, c'est que je pense que dans tous les projets de ce type-là, nous on a une grand intérêt sur le travail typologique. Et en fait, on rentre très rapidement dans les projets par le plan, en travaillant sur différents scénarios de plan. Et c'est ça qu'on propose aux maîtrises d'ouvrage pour qu'ils... Souvent, ils savent pas forcément... Le programme, il n'est pas forcément défini à l'amorce du projet. Et je pense que c'est là où, en tant qu'architecte, on a aussi notre mot à dire. Et c'est nous qui, parfois, leur proposons un programme qui est plus adapté, qui est plus judicieux et qui va mieux s'adapter aux enjeux. C'est ça que je voulais dire autre chose, mais ça va me revenir. Juste peut-être une petite question, j'ai tout de suite pour Sacha. C'est comment toi ou comment vous chez Solidev, comment vous faites travailler vos architectes, les architectes avec qui vous allez développer très vite, mais quand même dans des bonnes conditions, des esquisses, des projets. Quels sont les critères, quels sont les outils que vous mettez en place avec eux? Oui. Je pense qu'on se retrouve sur l'approche nous on l'appelle l'approche par scénario, mais c'est un peu se dire aussi que souvent on va être soit face à un utilisateur, soit aussi et face à un bâtiment. Il y a souvent quand même le cadre de on a ça, on a besoin de plus, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet. Il y a souvent l'objet qui est là. Enfin, nous, les réflexions, on tourne beaucoup autour de la réhabilitation quand même, et du coup, il y a cette question-là un peu de finalement se dire et où on s'accompagne on se fait accompagner d'architectes pour travailler cette illustration de ce que peut être cet immobilier-là au regard d'un besoin qu'on va verbaliser avec l'utilisateur. Donc sur le travail de l'illustration des possibles par rapport à un espace, je pense qu'il y a toute la place des architectes et il y a qui est d'une posture aussi différente où finalement il y a des besoins un peu d'avoir différents scénarios, d'être aussi conscient de l'économie de projet, c'est-à-dire que finalement il y a aussi des choix de prestations qui peuvent être plus ingénieux que d'autres et où jusqu'où on va dans la prestation ça c'est un travail où on travaille, c'est un peu de concert justement avec les architectes de se donner ce cadre-là. Et après on a une autre,
j'ai une autre idée, enfin, notre projet en tête où les architectes étaient, au lieu juste de l'utilisateur, très liés à l'espace. Donc finalement, dans une temporalité, nous on aborde souvent le projet par la question de la temporalité. Il a été dit là l'occupation temporaire, mais finalement c'est un peu un espace. Il va être utilisé pendant 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 60 ans si on est sur un financement de logement social. Mais il y a toujours une sorte d'équilibre entre ce qu'on y met en tant qu'argent et sur la durée de combien on veut l'utiliser. Et cet équilibre-là, il va définir ce qu'on peut avoir comme niveau de prestation. Donc c'est un aller-retour entre le scénario, la durée et l'économie de projet. Et et j'ai en tête des architectes. Il y a aussi d'autres modes d'intervention type permanence qui sont assez intéressants dans la manière dont les architectes peuvent accompagner au fur et à mesure des salves de travaux variés sur un espace. J'ai en tête un projet qu'on a accompagné, nous, à Porte d'Aubervilliers pour le collectif MU, qui est une occupation temporaire, initialement de 4 ans, puis de 6 ans parce que c'est renouvelé et finalement pérennisé, où le cabinet d'architectes qui s'est créé dans ce lieu en plus et qui après avait plein d'autres choses, a accompagné l'adaptation réglementaire dans un premier temps, mais ensuite scénographique et ensuite vraiment de réhabilitation plus pérenne et de réflexion autour de cet objet-là. Et je trouve intéressant aussi cette posture de l'architecte qui va accompagner la vie d'un bâtiment et où finalement ça fait 10 ans, il le connaît par cœur, et c'est un peu comme les architectes de copropriété à l'ancienne, sauf que c'est plus rigolo. À l'ancienne, il y en a encore ici, mais enfin aujourd'hui, mais je trouve intéressant aussi la posture de l'architecte. Mais on a une question aussi, de temporalité, de mise en œuvre, de montage, Une question sur cette thématique d'outils, de mise en œuvre. C'est une question que j'ai pour toi, Alexandre, chez Foncière Belleville. Quels sont les impacts, quels sont les enjeux dans l'investissement? C'est peut-être un terme un peu sale parfois. On parle argent, surtout quand on parle d'un projet immobilier. J'aimerais qu'on fasse un peu le raccord entre immobilier solidaire et investissement immobilier. Quels sont les enjeux, quels sont les impacts surtout, et par la suite comment on les traduit pour que justement on émerge un projet d'immobilier solidaire. Moi, je pense pas que ce soit un gros mot. Au contraire, je pense qu'il faut lui redonner un peu de vertu, quoi. C'est-à-dire que on investit. Moi, j'ai vu par le passé dans plein de projets sur lesquels avant de bosser dans l'économie sociale et solidaire. Pour vous donner des exemples, j'ai vu plein d'investisseurs investir des cinquantaines, voire des centaines de millions d'euros dans un projet, sans se déplacer, sans aller voir sur place, sans s'assurer que des dégâts de leur investissement, dans le sens où un très gros investissement qui ruine le quartier d'à côté peut s'avérer un mauvais investissement. Et donc du coup, je pense que au contraire, en fait, je pense que tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, en essayant de donner un peu de bon sens à ces actions, on essaie de se dire, en fait, un investissement, un bon investissement, c'est un investissement qui s'assure qu'on n'est pas en train d'épuiser nos ressources, parce que si tu le fais, demain t'en feras pas deux. Qu'est-ce que ça vaut un investissement dans un monde qui s'écroule? Enfin, c'est la base, en fait. Donc, en tout cas, il faut redonner, et c'est ça qui est difficile, de la valeur à des investissements plus long terme. Et donc il faut démontrer qu'une rentabilité court terme est beaucoup moins bonne qu'une rentabilité certes un peu plus faible mais beaucoup plus long terme. Et donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire. Donc moi je pense que la culture de l'économie et de la finance elle est hyper importante. Et qu'il faut vraiment comprendre, c'est ça qu'on s'est attaché à faire, et vraiment comprendre les mécanismes de la finance et du monde et du système dans lequel on est, parce que en fait si on le comprend pas et si on sait pas le gérer, si on sait pas d'où vient l'argent, pourquoi, en réalité si vous prenez un exemple tout ça, mais la manne d'argent qui tombe dans l'immobilier, c'est pas des gens mal intentionnés, c'est l'argent de nos mutuelles et de nos assurances vie et de notre grand-mère, nos frères et sœurs, j'en sais rien.
Donc en fait, quand on va voir notre conseiller, si nous en tant que citoyens on n'est pas avisé sur l'impact de notre argent, et il y a des rapports intéressants là-dessus, notamment celui d'Oxfam, comprendre l'impact écologique de notre argent et social, comprendre que quand on met de l'argent dans une assurance vie, ben en fait on le met dans un produit financier qui lui derrière, qu'est-ce qui va là-dedans et comment le monde de l'économie sociale et solidaire est dépendant aussi de cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent. Voilà, donc moi j'accorde beaucoup d'importance à ça, et démontrer que l'immobilier solidaire qu'on essaie de pratiquer, c'est globalement nous on met beaucoup plus d'argent dans un projet que l'immobilier dit classique. Pour donner des exemples, certains construisent à 1350 € du mètre carré un immeuble neuf en logement, et nous on réhabilite à 1900 voire 2000 dans un bâtiment existant dans lequel il y a des murs, un plafond et un toit, quoi, et un sol. Donc en gros, pourquoi ça coûte plus cher? Parce qu'en fait on met plus d'argent dans les matériaux, on met plus d'argent dans l'isolation, on essaie de faire une isolation de meilleure qualité, etc. Par contre, vu qu'on en met plus là, il faut qu'on soit plus sobre ailleurs. Et donc le lien qu'on peut faire avec le monde de l'architecture, c'est vraiment d'essayer de, pour emprunter la formule de Madec, hein, c'est la sobriété et la frugalité plutôt, mais vraiment en fait d'essayer de mettre moins d'argent là où il faut pas en mettre et d'en mettre plus là où c'est important, et à la fin de trouver la meilleure équation pour que le loyer final du locataire reste le plus bas possible. Et c'est quand même ça le principal, le cœur de notre action. Baisser les loyers à tout prix, quoi. Très bien, très bien. Mais ça fait aussi une jolie transition à la dernière thématique, peut-être le 3e chapitre de la table ronde, c'est sur les défis, les opportunités qui s'ouvrent à nous, qui se présentent dans le contexte actuel. Bon, Alexandre, tu as évoqué l'idée même la conviction encore, de changer le paradigme, de faire évoluer la notion pure de ce que c'est la valeur dans un projet par des gens qui sont certes peut-être bien intentionnés, mais qui n'ont pas la connaissance, pas l'expertise pour savoir où transite leur argent, dans quelle ville même, quel actif immobilier, qu'est-ce que c'est un actif immobilier, etc. et ainsi de suite. Donc il y a quand même une pédagogie à faire. Et j'ai une question pour Aurélie, c'est, oui, toi, dans l'association qui est en train de convaincre plein de personnes, plein d'institutions, plein de gouvernements même, à différentes échelles. Comment vous arrivez, comment vous plaidoyez, comment vous pouvez générer, fabriquer, créer une inertie positive autour de ce thème, cette passion, cette nécessité pour l'immobilier solidaire. Quel est le manifeste en fait pour parvenir à faire tout ça? En fait, il n'y a pas une réponse unique. Je m'en doutais. Ouais. C'est des mouvements qui, je trouve, aujourd'hui constituent une forme de contexte favorable. Et de ce mouvement, donc, il est quand même, moi, je trouve, beaucoup porté par les territoires, par les acteurs publics, qui ont compris aujourd'hui qu'effectivement les acteurs de l'économie sociale et solidaire répondaient à des besoins sociaux sur les territoires, et qui donc de plus en plus développent des politiques publiques pour attirer ces acteurs-là. Donc ça, c'est pour cette partie de ces acteurs. Après, comment on fait bouger le monde de l'immobilier, le monde de la finance sur ces enjeux-là? Je reviens sur cette dimension réglementaire qui est peut-être un peu rébarbative. On n'a pas très envie de se plonger dans la taxinomie environnementale ou dans la taxinomie sociale, mais en fait, le mouvement, il est là. Le mouvement, il est réglementaire, il est à l'échelle européenne, allez voter, et il est dans une dimension à l'échelle européenne qui fait que les financements, les entreprises vont réussir à trouver des financements s'ils arrivent à valoriser leur impact environnemental et leur impact social. Et ça, c'est un levier énorme. Et aujourd'hui, les acteurs immobiliers viennent nous voir, ils viennent un peu parce qu'ils faire de leurs immeubles, c'est vrai, mais ça, c'est un peu conjoncturel, mais ils viennent aussi parce qu'ils comprennent que demain, pour réussir à pérenniser leur modèle, pour continuer à faire leur métier, ils vont être obligés de des impacts environnementaux et sociaux. Et donc, on est dans ce mouvement, dans cette conjoncture
qui commencent à être favorables pour porter ces projets-là. Et puis après, les mouvements citoyens. Il y a des individus qui, comme le disait Alexandre, n'ont pas envie de faire des projets pourris qui dégradent l'environnement. Et donc, il y a des individus qui portent des nouvelles manières de faire. Et merci. Et dans vos pratiques respectives, est-ce que vous constatez néanmoins des freins, des mécanismes qui rament contre vous, qui sont contre ce courant, contre cette tendance? Peut-être Sacha, tu peux nous éclaircir? Il y a le sujet de, enfin, quand on travaille avec des utilisateurs et enfin, par exemple, hier, j'étais à Dunkerque pour le montage d'un tiers-lieu, donc c'est une transformation, une réhabilitation avec tout un collectif qui est constitué, et parce que c'est une politique publique portée par le territoire, qu'on a trouvé un lieu, qu'on a identifié un budget pour développer ce projet-là. Après, il y a toute la question. Mais c'est pas un frein, mais c'est plutôt une opportunité. Mais il faut bien l'avoir en tête, se dire que finalement le lieu il va être habité, se projeter dans l'exploitation et dans la manière dont les lieux vont être gouvernés, qui va être responsable de quoi, et de aussi là par exemple dans ce consortium, j'ai des associations qui sont à l'échelle nationale et des Restos du Cœur, des Secours Pop et des associations qui sont ultra locales. Donc il y a une diversité aussi des actes auxquels on peut s'adresser dans le champ l'immobilier solidaire, qui va nécessiter des modes de concertation et de participation qui vont être différents, et de réussir à faire en sorte que ces acteurs qui ont des enjeux très variés, qui ont des écosystèmes et des environnements aussi, quand on est une association qui s'est créée sur un territoire et qui ne va pas ailleurs, et une association qui a un background national, voire mondial, enfin, on a des sauts d'échelle où il y a cette aussi ce compromis un peu entre les acteurs à trouver, et des modes de gouvernance et de gestion qui vont permettre la durabilité, parce que finalement faire un immobilier, mettre en vie un espace et ne pas accompagner un peu sa montée en vie, c'est un peu à anticiper aussi dès le montage, dans une bonne compréhension, dans une bonne discussion et dans l'identification un peu de certains métiers qui sont la gestion, l'animation, qui peuvent être techniques, administratives, des lieux solidaires. Et tout à fait. Et notamment sur le dev, vous mettez tout ça en musique avec des architectes, et on parle d'innovation, on parle de scénarisation, on parle de ouvrir le champ à des réflexions, à plein de possibilités, ensuite convaincre les acteurs pour venir à bord, pour que ça change, pour que ensuite le système évolue et qu'on commence dans la vitre, il y a plein de petites fissures, et ensuite on crée une nouvelle façon de faire. Et peut-être la dernière question que je réserve pour vous, Constellation, avant de nous ouvrir à la salle, c'est quels sont les champs possibles pour vous en termes d'expérimentation architecturale? Est-ce que vous vous sentez libre? On parle de freins, on parle d'opportunités, on parle de quelque chose qui se situe entre les deux. Parfois, on apprend en faisant aussi. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelque chose sur comment vous ressentez cette vague de projets solidaires? Ça marche. Alors moi, c'était opportunité, c'est ça? Alors je pense qu'il y a la possibilité d'expérimenter, c'était ça la question, sur tout ce qui va être aussi. Enfin, pour nous, c'était quand même beaucoup lié aux usagers, donc on l'a déjà dit, redit, donc je vais pas. Voilà, mais dans comment aller chercher des réponses que peut-être l'architecte n'a pas dans une conception classique, où on va être un petit peu plus reclus dans nos agences. En fait, finalement, là, on est obligé d'être dans un lien très fort obligé, ou en tout cas c'est une conviction, de pouvoir être en lien avec les usagers et d'inventer avec eux des nouvelles façons de concevoir les bâtiments.
Je pense qu'il y a une forte possibilité aussi d'inventer le modulable. La réversibilité des lieux et des usages, puisqu'en fait finalement là on a beaucoup parlé de temporaire aussi. En fait souvent c'est des coûts de construction, même si voilà, parfois on a des beaux coûts de construction, parfois on a des coûts de construction très bas. En fait il faut savoir que on a des coûts de construction bas parce que souvent c'est aussi des occupations temporaires, donc on a moins d'amortissement d'usage des locaux. Donc en fait on doit réfléchir à des systèmes de conception et de dessin agile de nos plans, de nos volumétries qui s'adaptent aux programmatiques, à la durée de vie et au budget. Donc c'est finalement plein de contraintes. Du coup j'ai dit pas mal de contraintes en fait finalement dans les opportunités. Mais du coup la contrainte est une opportunité de réinventer différemment. Tu peux dire un peu des deux aussi? Ouais. Non, mais un dernier point, je pense, dans tous ces projets-là, parfois on est beaucoup dans l'urgence. On parle d'urgence, on parle d'occupation temporaire, on a des mots qui sont relatifs à des temporaires. Et il ne faut pas que ça soit au désavantage des usages et de l'architecture qu'on génère. Je pense qu'avec, chez Constellation Studio, on défend aussi une architecture de qualité, même si on est sur des programmes qui sont difficiles ou qui sont pas forcément évidents. Et je pense que c'est quelque chose qui est pour nous très important, se dire qu'on n'est pas dans l'urgence et on n'est pas dans une esthétique de la palette ou d'une forme de bricolage, mais que ce qu'on fait, on le fait, même qualité d'usage, indépendamment des publics visés. Et je pense que pour nous, c'est très important. Peut-être une forme de réponse aussi, c'est, sur le terme d'urgence, c'est très important pour nous aussi parce que justement, on essaie de lutter contre ça et de dire, oui, voilà, on est dans l'urgence, il faut loger des milliers de personnes qui sont... Ok, mais du coup, finalement, ça reste toujours la dernière chose qu'on va régler à la fin de la liste, même si on est dans le dernier truc qu'on va régler. En fait, comment on fait pour lutter contre ça? Ici, en essayant de théoriser. Il y a une forme de... Chaque projet nous sert à apporter de nouvelles réponses pour le projet d'après, pour réussir à écrire des articles, élargir la pensée et participer au débat global. Ouais. C'est peut-être aussi un des outils dont vous disposez dans votre pratique. Okay. On a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, du public? Ou on a tout dit? Ok, on revient ici, parce que Estelle a une question. Non, mais il y avait quelque chose qui me semblait important, dans le débat global, je me dis c'est quand même un festival pour jeunes architectes, je suppose qu'il y en a plein dans la salle comme nous. En fait, on a débuté, comme on l'a expliqué, sans vraiment savoir ce que c'était que l'immobilier solidaire et en mettant le pied là-dedans comme ça. Et au début, en fait, on faisait des projets pour des associations, gratos. On se payait pas. On essayait d'inventer un modèle d'agence en disant peut-être qu'on va travailler un jour par semaine, genre on va travailler pour des gens très riches à côté, puis on va faire des projets pour les pauvres à côté. Je fais la satire, mais c'est pour expliquer que je pense qu'Alexandre l'a bien dit. Il n'y a pas de gros mots non plus sur réussir à... Aujourd'hui, on est en train de réinventer aussi les modèles économiques de comment faire de l'immobilier solidaire. Et aujourd'hui, il y a une vraie place pour les architectes pour vivre convenablement, pour se payer convenablement aussi dans ce monde-là. Et c'est aussi en réinventant les modèles qu'on arrive à donner sa place à tout le monde. Et de dire, forcément, si on invente nous-mêmes le modèle, on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'inégalités possible. Donc l'architecte va se payer comme il peut par rapport à la personne d'à côté, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire fonctionner les modèles. Voilà, c'était juste pour dire qu'on n'est pas en train de vendre du rêve sur un milieu immobilier solidaire et que je me lutte contre l'architecte expérimenté qui nous avait dit de toute façon, il n'y a pas de thune à se faire là-dedans, vous ne pourrez jamais manger en faisant de l'immobilier solidaire. Ce n'est pas vrai. Et sur ça, on vous remercie de votre attention. Merci à vous.